Talon Méric réglait le thermostat dans le couloir. Le clic familier résonnait dans la maison silencieuse. À 43 ans, ses gestes étaient d'une précision digne d'un ingénieur électricien. Calculé, déterminé, jamais gaspillé. La maison à 2 étages de la banlieue d'Atlanta ressemblait à toutes les autres maisons de Maple Street. Clôture blanche, pelouse impeccable, panier de basket dans l'allée. Normal. Sûr, mais la normalité lui semblait déplacée ces derniers temps, au point qu'il jeta un coup d'œil à sa montre. 19h30. Lisa aurait dû être rentrée de son travail de marketing. Ken aurait dû finir ses devoirs à l'étage. Au lieu de cela, la maison était vide, sauf lui. Le silence lui serrait les oreilles comme de l'électricité statique. La porte d'entrée s'ouvrit et Lisa entra, les talons aiguisés contre le parquet. Elle passa devant lui sans croiser son regard, son téléphone déjà collé à son oreille. « Non, je t'avais dit que mardi, c'était mieux », dit-elle dans l'appareil, d'une voix quelque peu différente. Plus douce, plus prudente que le ton qu'elle avait utilisé avec lui. Talon la regarda disparaître dans la cuisine. Lorsqu'elle ressortit 10 minutes plus tard, l'appel était terminé, mais ses épaules restaient tendues. « Comment s'est passé le travail » demanda-t-il. « Bien. » Elle ouvrit un réfrigérateur, examinant son contenu comme s'il contenait des secrets d'État. « Longue journée, le projet Morrison vous posait problème. » Quelque chose comme ça. Elle sortit un yaourt, retira le couvercle. Ken est au groupe de révision. Il sera en retard. Talon hocha la tête, mais quelque chose le serrait. Ken lui parlait des groupes de révision. Il demandait qu'on le raccompagne. Maintenant, son fils de 15 ans communiquait par l'intermédiaire de Lisa comme si Talon était devenu un étranger chez lui. « Quelle matière » demanda-t-il. « Quoi » ? Le groupe de révision. « Quelle matière » Lisa marqua une pause, la portant à moitié à sa bouche. « Histoire, je crois, ou peut-être anglais. Je ne me souviens plus. » Elle ne se souvenait plus. Lisa, qui autrefois connaissait chaque détail de l'emploi du temps scolaire de Ken, qui assistait à toutes les réunions parents-professeurs, qui l'aidait sur chaque projet. Maintenant, elle ne se souvenait plus de la matière que son fils étudiait. « Je l'attendrai » dit Talon. « Non. » Le mot fut plus sec que prévu. Lisa adoucit son ton. « Il sera fatigué. Laisse-le dormir. » Talon étudia le visage de sa femme. 39 ans, toujours belle, mais de nouvelles rides apparurent autour de ses yeux. Une nouvelle tension dans sa mâchoire. Elle mangea son yaourt machinalement, évitant son regard. « Tout va bien, Lise ? Tout va bien, Talon. Juste fatiguée. » Mais bien expliqué pas pourquoi elle avait travaillé tard 4 soirs cette semaine. Bien expliqué pas pourquoi Ken ne lui parlait presque plus. Pourquoi les conversations s'éteignaient dès qu'il entrait dans une pièce. Bien expliqué pas ce sentiment profond qu'il avait que quelque chose de fondamental avait changé dans sa famille. Comme un circuit dont la connexion était défectueuse et qui pouvait s'enflammer à tout moment. Talon se rendit dans son atelier au sous-sol, mais même entouré de ses outils et de ses projets, le malaise le suivait. Il prit un circuit imprimé qu'il réparait, en examina les minuscules composants à la loupe. Tout avait une utilité, une connexion logique. Réparez le chemin cassé, rétablissez le courant, et l'appareil fonctionnera à nouveau. Si seulement les familles étaient aussi simples que l'électronique, 3 jours plus tard. Talon quitta le travail plus tôt. L'analyse du réseau électrique pour le nouveau développement de la ville pouvait attendre. Il travaillait 12 heures par jour depuis 2 semaines d'affilée, et le chef de projet lui avait finalement dit de rentrer. Son camion tourna dans une rue bordée d'érables à 16h15. La voiture de Lisa était garée dans l'allée, ce qui était inhabituel pour un mercredi après-midi. Par la fenêtre du garage, il la vit faire les 100 pas, le téléphone collé à l'oreille. Talon se gara dans la rue et fit le tour de la maison. Il n'espionnait pas, se dit-il, juste curieux de savoir pourquoi sa femme était rentrée tôt, elle aussi. La fenêtre du garage était entr'ouverte et sa voix s'éteignit. « On ne peut pas continuer comme ça », disait Lisa d'un ton pressant. Il commence à soupçonner. Talon se figea. « Non, je ne lui ai rien dit. Mais Cohen a du mal avec toute cette histoire. Ce n'est qu'un enfant. Bryce. Bryce. » Talon ne reconnut pas le nom. Il se rapprocha de la fenêtre, son esprit d'ingénieur cataloguant automatiquement les détails. Le langage corporel de Lisa était différent, plus animé. Sa voix exprimait une intimité qu'il n'avait pas entendue depuis des mois. « Je sais ce qu'on a convenu, mais c'est plus dur que je ne le pensais, » poursuivit-elle. Talon n'est pas stupide. S'il l'apprend. Une portière de voiture claqua quelque part dans la rue. Lise tourna brusquement la tête vers la fenêtre,
et Talon recula vivement, le cœur battant la chamade. Il se dirigea vers la porte d'entrée et entra normalement, criant comme à son habitude. « Je suis rentré. » Lisa surgit du garage, téléphone en vue. « Tu es en avance. » J'avais fini les calculs de Morrison plus tôt que prévu. Il observa son visage. « Il pensait que je te surprendrais. » « C'est gentil. » Mais son sourire semblait peint. Je vérifiais juste la voiture. Elle faisait encore ce bruit bizarre. Le mensonge était venu si doucement que Talon y croyait presque. Presque. Mais le garage était resté silencieux, à l'exception de sa voix, lorsqu'il était monté ce soir-là après que Ken soit rentré et ait disparu à l'étage sans un grognement en direction de Talon. Talon prit une décision. Dans son atelier, il sortit un petit enregistreur numérique qu'il utiliserait pour les réunions de travail. L'appareil n'était pas plus gros qu'une clé USB. Un logiciel de surveillance parentale. C'est comme ça qu'il l'appellerait. De nos jours, tout parent responsable surveillait l'utilisation du téléphone de son adolescent. Ken n'hésiterait pas à voir une nouvelle information apparaître sur son appareil, surtout si Lisa confirmait ses dires. Le lendemain matin, pendant que Ken prenait sa douche et que Lisa préparait le café, Talon installa l'application d'enregistrement sur le téléphone de son fils. Elle capturait les appels, enregistrait les messages vocaux, suivait les conversations par SMS, les contrôles parentaux habituels. Contrôle. Avec une seule modification, les fichiers seraient téléchargés sur le serveur privé de Talon. Ses mains tremblaient légèrement en travaillant. C'était comme franchir une ligne, trahir la confiance. Mais l'alternative, continuer à vivre dans cette maison où les conversations chuchotées s'arrêtaient dès qu'il entrait dans les pièces, où son propre fils le regardait comme s'il était dangereux, était pire. « Papa !» La voix de Callen. Le fils sursautait. Son fils se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, les cheveux encore humides de la douche. « Je mets juste à jour ton téléphone, » dit Talon d'une voix ferme. « Nouveau contrôle parental. Ta mère et moi voulons nous assurer que tu es en sécurité en ligne. » Le regard de Ken se posa sur Lisa, qui hocha la tête derrière sa tasse de café. « C'est pour ta protection, ma puce, dit-elle. »« Ma puce, pourquoi avait-elle arrêté d'appeler Talon comme ça? »« Peu importe, » marmonna Ken en attrapant son sac à dos. « Puis-je récupérer mon téléphone maintenant ?» Talon lui tendit l'appareil, observant le visage de son fils. L'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent, et Talon vit quelque chose qui lui serra la poitrine. La peur. Son fils de 15 ans avait peur de lui. Mais pourquoi? 2 semaines passèrent. Les conversations enregistrées ne révélaient rien de suspect, comparé aux bavardages habituels de Ken et des adolescents, au sujet des plaintes de ses camarades de classe concernant les devoirs. Mais la peur dans les yeux de son fils s'était intensifiée et les nuits tardives de Lisa étaient devenues routinières. Jeudi soir, Talon était assis à la table de la cuisine, examinant des schémas électriques, lorsque Ken entra pour prendre un soda. Pour une fois, ils étaient seuls. « Comment s'est passée l'école ?» demanda Talon. Ken haussa les épaules, sans lever les yeux du réfrigérateur. « Des projets pour ce week-end? On pourrait peut-être réparer ce vélo dans le garage. Celui que tu voulais réparer l'été dernier. » Impossible. La voix de Callen était neutre. Occupé à quoi? Le mot resta suspendu entre eux comme un mur. Talon posa son crayon et étudia le profil de son fils. Quand Callen était-il devenu si grand? Quand ses épaules étaient-elles devenues si larges? On aurait dit qu'hier, il lui avait appris à faire du vélo, à lancer une balle courbe, à câbler un circuit simple. « Callen, » dit-il doucement. « Parle-moi. Que se passe-t-il » La main de son fils se serra sur la canette. « Rien ne se passe. Quelque chose ne va pas. Je le sens. Tu ne me parles presque plus. Tu m'évites. Si j'ai fait quelque chose, tu n'as rien fait. » Mais la voix de Ken se brisa sur ces mots. « Et alors? Laisse-moi tranquille. »« D'accord. » Callen se tourna vers la porte, mais Talon se leva. « Non, pas d'accord. On va parler de ça. Il n'y a rien à dire. »« Putain, il n'y en a pas. » La voix de Talon s'éleva, la frustration traversant son calme habituel. « Tu es mon fils. C'est ma maison. Et je veux savoir pourquoi tu agis comme si j'étais une sorte de monstre. » Ken se retourna, le visage rouge d'une colère soudaine. « Parce que tu le es. » Les mots frappèrent Talon comme un coup physique. « Quoi? Tu m'as entendu. » La voix de Ken trembla, mais il ne recula pas. « Tu crois que je ne sais pas? Tu crois que je ne comprends pas comment tu contrôles tout? Comment tu surveilles maman tout le temps? Comment tu lui fais peur? Je ne comprends pas. Vraiment? » La voix de Callen se transforma en un cri. « Je sais ce que tu lui as fait. Je sais combien tu l'as blessé.
Talon fixait son fils, le monde s'écroulant. Kalen, je n'ai jamais fait de mal à ta mère. Je ne cesserai jamais de mentir. Des larmes coulaient sur le visage de Kalen. Elle me l'a dit. Elle m'a tout raconté sur la façon dont tu l'as frappé, comment tu l'as menacé, comment tu... Ce n'est pas vrai. La voix de Talon était étranglée. Rien de tout cela n'est vrai. Je veux vivre avec maman, dit Ken en reculant vers la porte. Je ne veux plus être ici. Je ne veux plus être près de toi. Kalen, s'il te plaît, écoute-moi. Mais son fils montait déjà en courant, ses pas résonnant au-dessus de sa tête comme des coups de feu. Talon resta figé dans la cuisine, l'esprit en ébullition. Des abus? Il n'avait jamais levé la main sur Lisa. Il n'avait même jamais élevé la voix vers elle jusqu'à récemment. D'où venaient ces mensonges? Lisa apparut dans l'embrasure de la porte. Son visage était un masque d'inquiétude. Que s'est-il passé? J'ai entendu des cris. Il pense que je te maltraite. Dit Talon, hébété. Il pense que je te fais du mal. L'expression de Lisa resta inchangée. Ni surprise, ni indignation, ni déni immédiat, juste une attention prudente, comme si elle manipulait des explosifs instables. Talon, dit-elle doucement. Il faut qu'on parle. Tu as dit à Matt? Tu as dit à notre fils que je te maltraitais? Tu lui fais peur, dit-elle au lieu de répondre. Tu nous fais peur à tous les deux. L'accusation lui glaça les veines. Je te fais peur. Regarde-toi. Regarde ton visage, ta posture. Tu es là, crispé comme si tu voulais frapper quelque chose. Talon baissa les yeux sur ses mains. Ses poings étaient serrés, tout son corps était raide de tension, mais pas de violence, de confusion, de trahison, d'un besoin désespéré de comprendre comment sa famille était devenue étrangère. « Je ne te ferai jamais de mal, dit-il. Aucun de vous deux, comment pouvez-vous seulement penser? Puis recule, dit Lisa. Laisse-nous un peu d'espace. Laisse-moi parler à Ken. C'est aussi mon fils. Talon, s'il te plaît. Sa voix portait quelque chose qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Pas de la peur. Exactement, mais du calcul, comme si elle le dirigeait. Va juste te promener ou quelque chose comme ça. Laisse-moi gérer ça. Contre tout instinct, Talon hocha la tête. Il avait besoin d'air, d'espace pour réfléchir. Plus rien n'avait de sens. Il attrapa sa veste et se dirigea vers la porte. Talon, il se retourna. Tu devrais peut-être rester ailleurs ce soir, dit Lisa. Juste le temps que les choses se calment. Ces mots lui transpercèrent les côtes. C'est ma maison. Je sais, mais Ken est bouleversé et c'est ma maison, répéta-t-il plus fort cette fois. Ma famille et moi n'irons nulle part. Une lueur traversa le visage de Lys. Déception, peut-être, ou résignation. D'accord, dit-elle doucement. Mais s'il te plaît, n'aggrave pas les choses. N'aggrave pas les choses. Comme si c'était lui qui détruisait leur famille, comme si c'était lui qui remplissait la tête de leur fils de mensonges. Talon sortit dans l'air frais du soir. Mais même les rues familières du quartier lui semblaient étrangères maintenant. Rien ne semblait pareil à travers le prisme de la trahison qu'il avait parcouru pendant 1 heure, revoyant chaque conversation, chaque interaction des derniers mois, essayant de trouver le moment où tout avait dérapé. Mais il n'y eut pas un instant précis, juste une lente érosion, comme l'eau qui rongeait la pierre. Lorsqu'il rentra chez lui, la maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lumière de la chambre de Lisa. Il monta les escaliers sans bruit et la trouva assise sur le lit, son téléphone à la main. « Est-ce que Ken va bien ?» demanda-t-il. « Il dort. » Elle n'a pas levé les yeux. On a parlé. Et il est perdu? Talon. Effrayé. Il ne comprend pas pourquoi les choses ont changé. Moi? Non plus. Talon s'assit au bord du lit, veillant à garder ses distances. Lys, d'où te vient l'idée que je t'ai blessé? Je ne t'ai jamais fait de mal, peut-être pas physiquement, dit-elle, mais il y a d'autres façons de blesser quelqu'un. L'insinuation flottait dans l'air comme de la fumée. Talon sentit un froid se loger dans son estomac. Que dis-tu? Lisa le regarda enfin et ses yeux étaient ceux d'étranger. Je dis qu'on a peut-être besoin de temps séparés pour faire le point. Je ne veux pas de temps séparés. Je veux comprendre ce qui nous arrive. Ce qui se passe, c'est qu'on n'est plus heureux. Elle a dit aucun de nous. Et il est peut-être temps de l'admettre. Le caractère définitif de sa voix l'effrayait plus que les accusations de Cowan. Ce n'était ni confusion, ni malentendu. C'était une décision déjà prise. « Je t'aime, dit-il désespérément. Je vous aime tous les deux. Quoi qu'il arrive, on peut arranger ça. » Mais Lisa secouait déjà la tête. Certaines choses sont irréparables, Talon. Certaines sont tout simplement brisées. Cette nuit-là, Talon resta éveillé, les yeux fixés au plafond,
tandis que Lisa dormait à ses côtés ou faisait semblant de dormir. Sa respiration était irrégulière, trop contrôlée. Dans l'obscurité, il avait l'impression de se noyer dans sa propre vie. L'explosion eut lieu 3 nuits plus tard. Talon était dans son atelier lorsqu'il entendit des cris à l'étage. Des voix masculines, chargées d'émotion, et une autre qu'il ne reconnut pas. Il monta les escaliers 2 par 2 et trouva son fils dans le salon, le visage rouge de larmes et de rage. « Je n'en peux plus » hurla Ken. « Je ne te mentirai pas, Ken. Calme-toi » dit Lisa d'une voix aiguë de panique. « Tu n'as pas les idées claires. Moi, je les ai. » Pour la première fois depuis des mois, Ken se tourna vers Tulone, son jeune visage tordu par la douleur. « C'est elle qui m'a fait dire ces choses à ton sujet. Elle m'a fait croire que tu l'avais entendu. Le monde s'est arrêté. » « Quoi » La voix de Talon s'éleva comme un murmure. Elle dit, « Si je ne l'aidais pas, elle perdrait tout. » Elle dit, « Tu m'emmènes loin d'elle. » Elle dit, la voix de Kalen se brisa. Elle dit, « Tu es dangereux » mais elle mentait. « Tu n'as jamais fait de mal à personne. » Le regard de Talon se porta sur Lisa, figée près du canapé. Son visage était devenu pâle, son masque soigneusement construit finissant par craquer. « Est-ce vrai » demanda-t-il. « Talon, laisse-moi faire. » Le silence s'étendit entre eux comme un gouffre. Finalement, Lisa leva le menton dans un geste qu'il avait autrefois trouvé attachant. « Tu ne comprendrais pas » dit-elle. Cet aveu le frappa comme un éclair, tous les circuits de son corps s'allumant en même temps. Une rage pure et brûlante l'envahit. Sans réfléchir, il s'avança vers elle. « Tu as détruit notre famille » dit-il d'une voix terriblement basse. « Tu as monté mon fils contre moi. Tu l'as fait mentir. Ne t'approche pas de moi » hurla Lisa en reculant. « Kalen, appelle les secours. »« Maman. »« Oh, appelle-les tout de suite. » Mais Tulone avait déjà bougé, la main tendue, non pas pour la blesser, mais pour la faire comprendre, pour lui faire expliquer pourquoi elle avait ruiné leur vie. Ses doigts effleurèrent à peine son épaule qu'elle recula. Sa performance était digne d'un Oscar. « Il m'attaque » cria-t-elle assez fort pour que les voisins l'entendent. « Kalen, aide-moi. »« Je ne t'ai pas touché » dit Talon. Mais même lui pouvait entendre le déni désespéré de tous les agresseurs de l'histoire. Ken se tenait entre eux, les larmes aux yeux. « Arrêtez, tous les deux. Arrêtez, tout simplement. » Mais c'était trop tard. Lisa avait déjà sorti son téléphone et composé le 911. Sa voix lorsqu'elle s'adressa au central était parfaite, effrayée, vulnérable, crédible. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Mon mari me menace. Mon fils est là et j'ai peur qu'il nous fasse du mal. » Talon la fixa du regard, la compréhension le submergeant comme de l'eau glacée. Ce n'était pas spontané. C'était planifié. Chaque élément était soigneusement arrangé, chaque mouvement calculé. Les sirènes retentirent 12 minutes plus tard. La salle d'audience sentait le désinfectant et les rêves brisés. Talon était assis à côté de son avocat commis d'office, un homme à l'air fatigué nommé David Pierce, qui avait expliqué la situation en des termes qui ne semblaient toujours pas réels. Les affaires de violence conjugale sont une affaire sérieuse. Le PIS avait recommandé la prudence, même sans preuve matérielle. Les accusations seules peuvent suffire, mais il n'y a pas eu de violence. Talon l'avait interrompu. « Je l'ai à peine touché. »« C'est ce qu'on dit toujours » avait répondu PIS. Et quelque chose dans son ton laissait entendre qu'il avait déjà entendu cette défense. Maintenant, en regardant Lisa à la barre, Talon avait l'impression d'assister à sa propre exécution. Elle portait une robe bleu marine, conservatrice, respectable, et sa voix tremblait juste ce qu'il fallait. « Il a toujours été autoritaire », a-t-elle témoigné en s'essuyant les yeux avec un mouchoir en papier. « Au début, j'ai cru que c'était juste sa personnalité. C'est un ingénieur, très précis, très rigide dans sa pensée. Mais au fil des ans, la situation a empiré. » L'avocat de Talon griffonnait des notes, mais son expression suggérait qu'il se préparait déjà à la défaite. « Pouvez-vous donner des exemples précis au tribunal » a demandé le procureur. Il surveillait tout ce que je faisais, où j'allais, à qui je parlais, comment je dépensais mon argent. Il a installé un logiciel de suivi sur mon téléphone à mon insu. Il a marqué une pause. L'image d'une femme qui lutte pour dire des vérités difficiles. Il m'a menacé. Quel genre de menace? Il a dit que si jamais j'essayais de le quitter, il s'assurerait que je perde tout. Il m'enlèverait Ken. Il a dit qu'il avait des moyens de faire disparaître les gens. Les mensonges coulaient sur sa langue comme du miel. Talon voulait se lever pour crier la vérité, mais la main de Pierce, il lui serra le bras. « Pas ici » murmura son avocat.
Laissez-moi gérer ça. Mais le contre-interrogatoire de Pierce était faible, inefficace. Il posait les bonnes questions sur les preuves, les témoins, la chronologie. Mais Lisa avait réponse à tout. Elle avait eu le temps de se préparer. Puis ils appelèrent Ken à la barre et le fils de Talon se dirigea vers le box des témoins comme un homme se dirigeant vers sa propre pendaison. Il portait une chemise blanche boutonnée qui le faisait paraître plus jeune que 15 ans, plus vulnérable. Lorsqu'il leva la main droite pour prêter serment, ses doigts tremblaient. « Callen, dit doucement le procureur, je sais que c'est difficile, mais j'ai besoin que tu racontes au tribunal ce que tu as vu chez toi. » Le regard de Ken croisa celui de Talon, de l'autre côté de la salle d'audience. Dans ce regard, Talon vit tout, culpabilité, peur, confusion, et autre chose, une imploration désespérée de pardon. « Mon père !» La voix de Callen était à peine audible. Le juge lui demanda de parler plus fort. « Mon père se met parfois en colère. Que se passe-t-il quand il se met en colère? Il hurle. Il jette des objets. La voix de Ken se brise. Il a blessé ma mère. » Chaque mot était comme une lame dans la poitrine de Talon. Son propre fils proférant des mensonges qui les détruiraient tous les deux. L'avez-vous vu lui faire du mal? Oui. Pouvez-vous dire au tribunal ce que vous avez vu? Cohen fixait ses mains. Il la poussa violemment. Elle tomba et ne put se relever pendant un moment. Un autre mensonge. Une autre fiction parfaitement ficelée destinée à dépeindre Talon comme un monstre. As-tu peur de ton père, Ken? Les yeux du garçon se remplirent de larmes. Oui. Le mot résonna dans la salle d'audience comme un coup de feu. Talon sentit quelque chose se briser en lui. Non seulement son cœur, mais aussi sa foi en la vérité, en la justice, en l'équité fondamentale du monde. Quand le tour de Pierce arriva, il se montra doux avec Ken, mais le mal était fait. Un adolescent effrayé témoignant contre son propre père avait plus de poids que n'importe quelle preuve matérielle. Pas d'autres questions, votre honneur, dit Pied, et Talon sut que c'était fini. Après l'audience, Talon se tenait devant le palais de justice dans le froid d'octobre. Il avait l'air libre, une ordonnance restrictive temporaire à la main. Il ne pouvait pas rentrer chez lui, ne pouvait pas voir son fils, ne pouvait même pas appeler sans risquer l'arrestation. Il y a une procédure d'appel, disait Pierce, mais ses paroles semblaient lointaines. On peut demander une audience dans 30 jours. Essayez. Il mente. Talon dit, je vous crois. Mais croire et prouver sont deux choses différentes. Une voiture s'arrêta sur le trottoir. Une Honda Civic cabossée avec une plaque d'immatriculation de vétérans handicapés. La portière côté conducteur s'ouvrit et Lennox Carter en sortit, se déplaçant prudemment à l'aide d'une canne. Sa jambe gauche, brisée par un engin explosif improvisé en Afghanistan, n'avait jamais vraiment guéri. Mais son esprit était plus vif que jamais. « J'ai entendu dire que tu avais besoin d'un chauffeur, » dit Lennox. Talon regarda son meilleur ami, un homme qui avait servi 3 fois, qui avait perdu la moitié de sa jambe gauche et la majeure partie de son audition d'une oreille pour protéger les libertés américaines, et qui travaillait maintenant comme conseiller bénévole à l'hôpital des anciens combattants. « Comment as-tu fait? Ta sœur m'a appelé. Elle m'a dit que tu pourrais. Besoin de renfort, Rémi. » Talon avait oublié qu'il l'avait appelé depuis la cabine téléphonique du tribunal, trop secoué pour comprendre. « Montez, dit Lennox. On va trouver une solution. » Alors qu'il quittait le palais de justice, Talon regarda le bâtiment rétrécir dans le rétroviseur. Quelque part à l'intérieur, sa femme et son fils célébraient probablement leur victoire. Ou peut-être qu'Alan pleurait-il, anéanti par ce qu'il avait été contraint de faire. « Tu veux me dire ce qui s'est vraiment passé ?» demanda Lennox. Il raconta tout à Lena, les appels étranges, les nuits blanches, la façon dont Callen avait explosé d'accusations insensées. Il lui parla de la confrontation finale, de la performance parfaite de Lys, du visage terrifié de son fils. Lennox écouta sans juger, comme il avait appris à le faire au VA. Lorsque Talon eut terminé, ils restèrent assis en silence pendant plusieurs minutes. « Elle est intelligente, » dit finalement Lennox. « Planifiez tout ça comme une opération militaire. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle y gagne? Tout. Maison, enfants, pension alimentaire, paiement, statut de victime. Elle peut prendre un nouveau départ sans se faire remarquer. » Ils arrivèrent dans un modeste immeuble du sud de la ville. Lennox avait appelé un ami qui cherchait un colocataire temporaire. « C'est ici que tu loges ?» demanda Talon. « Juste le temps qu'on règle ce problème. » Lennox sortit péniblement de la voiture, sa canne claquant sur l'asphalte. « On va régler ça, Merrick. Ne sois pas indulgent avec moi maintenant. » Cette nuit-là,
Allongé sur le canapé d'un inconnu, dans l'appartement d'un inconnu, Talon fixait le plafond et se demandait comment sa vie était devenue méconnaissable. 43 ans, il était sans abri, banni de chez lui, interdit de voir son propre fils. Mais Lennox avait raison sur un point, c'était la guerre. Et Talon n'avait jamais reculé devant un combat important. L'enregistreur trônait sur la table de la cuisine comme une arme chargée. Talon l'avait récupéré dans son atelier lors de sa visite surveillée par le tribunal pour récupérer ses effets personnels pendant 10 minutes sous la surveillance du shérif. À peine le temps de prendre des vêtements et des affaires de toilette, mais il avait réussi à mettre la main sur le petit appareil tout en rassemblant ses outils. 3 jours plus tard, il était assis dans son appartement temporaire avec Linux et regardait des heures de conversation enregistrées. La plupart étaient banales, Ken parlant de l'école avec ses amis, se plaignant que les professeurs discutent de jeux vidéo. Des bavardages d'adolescents ordinaires qui brisaient le cœur de Talon par leur banalité. Mais ils tombèrent sur un appel datant d'il y a 2 semaines. La voix de Dallan résonna dans les haut-parleurs, aiguë et tendue. « Grand-mère, je n'en peux plus. » Une voix de femme plus âgée répondit. La mère de Lisa, Hélène, appelait de Phoenix. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Maman voulait dire des choses sur papa. Des choses désagréables. Des choses qui ne sont pas vraies. » Lennox se pencha en avant, l'air sévère. « Continue d'écouter. »« Je ne comprends pas, chérie. » Hélène demanda. « Quel genre de choses? » ?»« Elle veut que je dise aux gens qu'il la frappe, qu'il est méchant avec nous. Mais ce n'est pas grand-mère. Papa n'a jamais fait de mal à personne. Il répare juste des choses, travaille beaucoup et essaie de m'aider à faire mes devoirs. » Il y eut un long silence dans l'enregistrement. Puis la voix d'Hélène. « Fais attention. Ken, pourquoi ta mère voudrait-elle que tu dises ça? » »« Je ne sais pas. » La voix du garçon se brisa de frustration. Elle dit, « Si je ne l'aide pas, elle va tout perdre. » Elle dit, « Papa va m'éloigner d'elle. » Elle dit, la voix de Ken se réduisit à un murmure. Elle dit, « Si je ne fais pas ce qu'elle veut, elle va tout me couper. Plus d'argent pour les études, plus de voitures à 16 ans, rien du tout. Elle va s'assurer que je vive dans la rue. » Les poings de Talon se serrèrent. La manipulation était d'une cruauté à couper le souffle. « Ça ne me semble pas juste, mon cœur, » dit Hélène. « Ton père ne le ferait pas. Je sais qu'il ne le ferait pas. Mais maman dit qu'il est dangereux, qu'il a l'intention de nous faire du mal. Elle dit que je dois la protéger, même si cela implique de mentir. Mais je déteste mentir, grand-mère. Ça me rend malade. Oh, chérie. » Elle m'a fait répéter quoi dire. Encore et encore. Comment avoir l'air effrayé, comment pleurer au bon moment. Elle disait, « Si je me trompe, si les gens ne me croient pas, alors papa gagnera et on souffrira tous les deux. » L'enregistrement continua pendant 10 minutes. Hélène essayait de convaincre Ken de dire la vérité. Ken était déchiré entre sa loyauté envers sa mère et sa propre morale. À la fin, le garçon sanglotait. « Je veux juste que tout redevienne normal, » dit-il. « Je veux réparer des vélos avec papa et ne plus avoir à penser à tout ça. » Len arrêta la lecture. L'appartement se tut, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. « Seigneur, » dit Lennox doucement. Talon se renversa dans son fauteuil, l'émotion bouillonnant dans sa poitrine. Soulagement d'avoir enfin la preuve de son innocence. Fureur pour ce que Lisa avait fait à leur fils. Déchirement face à la douleur évidente de Ken. « Ça change tout, » dit-il. « Peut-être, mais il nous faut plus qu'une conversation. Les tribunaux aiment les schémas, la documentation. » La semaine suivante, ils écoutèrent tout. Talon prit des notes, créa des chronologies, construisit le genre de dossier systématique dans lesquels excellait l'ingénieur. Le tableau qui en ressortit était accablant. Des appels entre Lisa et un certain Bryce, des conversations intimes qui lui retournèrent l'estomac. La voix de l'homme était douce, assurée, du genre à charmer facilement les femmes. « Tu es sûr qu'il ne se doute de rien ?» demanda Bryce lors d'un appel. « Il commence à écouter, » répondit-il. « Mais peu importe. Une fois que ce sera fait, je serai libre et le petit Callum fera ce que je lui dirai. » Il n'a pas le choix. Il y avait aussi des relevés financiers. Talon avait accès à leur compte joint, et ce qu'il y trouva lui glaça le sang. Au cours des 6 derniers mois, Lisa avait systématiquement vidé le fonds d'études de Ken, 23 000 $ destinés à l'avenir de leur fils, transférés sur un compte personnel à son nom. Elle planifie cela depuis des mois, a confié Talon à Rémi lors de sa visite à son appartement. Sa sœur était assise en face de lui à la petite table à manger. Son cerveau de professeur digérant les preuves. À T38, Rémi Méric était tout ce que Talon n'était pas. Bruyante, impulsive,
prompte à la colère. Elle enseignait l'histoire au lycée et entraînait des filles de basket-ball à des postes qui correspondaient parfaitement à sa personnalité conflictuelle. Cette sorcière manipulatrice, a déclaré Rémi, la voix aiguë de fureur, utilisant un enfant comme ça, son propre enfant. La question est de savoir quoi faire. Vous portez l'affaire devant les tribunaux. Vous la dénoncez pour ce qu'elle est. Ce n'est pas si simple. L'enregistrement pourrait ne pas être admissible. Atteinte à la vie privée. Problème de consentement. Au diable le consentement. Rémi a claqué la main sur la table. Elle a détruit votre famille avec ses mensonges. Et si j'enfreins la loi pour le prouver, je deviens exactement ce qu'elle a dit que j'étais. Rémi le fixa avec exaspération. Tu es trop prudent, Talon. Trop honorable. Parfois, il faut se battre de manière déloyale. Non, le mot sortit plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Je ne deviendrai pas ce que je ne suis même pas pour gagner. L'expression de sa sœur s'adoucit légèrement. Alors comment combattre quelqu'un qui n'a pas de conscience? C'est Linux qui a donné la réponse. Il était resté silencieux pendant la dispute entre Talon et Ré, mais maintenant il se pencha en avant. Sois plus malin qu'elle. Il a dit qu'elle se prend pour une consciencieuse, ce qui veut dire qu'elle va devenir négligente. Les gens le font toujours quand ils se croient en sécurité. Comment ça? Elle a un petit ami. Pas vrai? Ce Bryce. Les hommes comme ça ne s'attardent pas quand les choses se compliquent. Quand il réapparaît, il s'enfuira. Et quand il s'enfuira, elle paniquera. Alors, on attend. On enquête. On découvre qui est Bryce, ce qu'il veut, depuis combien de temps il est dans le coup. L'information est une arme, et pour l'instant, nous sommes dépassés. Talon hocha la tête. C'était logique. Il avait réagi, misé sur la défensive. Il était temps de passer à l'attaque. Le détective privé avait coûté 2000 $. Talon n'avait pas les moyens, mais Rémi a contribué aux frais. En une semaine, ils avaient un rapport complet sur Bryce Martinez, 34 ans. Coach sportif et centre de fitness haut de gamme, divorcé 2 fois et titulaire d'un casier judiciaire pour violence conjugale depuis son premier mariage. Il a un type, expliqua l'enquêteur autour d'un café. Les femmes mariées et riches. Il les charme, les convainc de quitter leur mari, puis les saigne à blanc avant de passer à la cible suivante. Depuis combien de temps fréquentait-il ma femme? D'après les relevés de cartes de crédit et les témoignages, au moins 8 mois, peut-être plus. 8 mois. Cela signifiait que la liaison avait commencé avant le comportement étrange, avant les nuits tardives, avant que tout ne s'écroule. Lisa n'avait pas simplement décidé de le quitter. Elle avait d'abord trouvé son remplaçant. Il y a autre chose. L'enquêteur dit, votre femme a cherché des appartements. Elle a versé un acompte pour un appartement à l'autre bout de la ville. Un 2 pièces, cher, plus cher qu'elle ne pouvait se le permettre avec son seul salaire. Elle prévoit d'emmener Kalen. On dirait bien. Le bail commence le mois prochain. Talon sentit un frisson le gagner. Plus seulement de la colère, mais de la détermination. Lisa pensait avoir gagné. Elle pensait pouvoir prendre un nouveau départ avec son nouveau petit ami et son fils. Mais elle avait commis une erreur cruciale, l'avoir sous-estimé. La bouteille de bourbon, fermée, reposait sur le plan de travail de la cuisine, son liquide ambré reflétant la lumière du plafonnier. Talon la fixait comme si c'était une arme chargée, ce qu'il était en quelque sorte. Il l'avait acheté 1 heure plus tôt, entrant dans le magasin d'alcool sans aucun plan précis, si ce n'est la nécessité de faire cesser la douleur. 3 semaines depuis l'ordonnance restrictive. 3 semaines à vivre dans l'incertitude, à consulter des avocats, à rassembler des preuves, à essayer de monter un dossier qui pourrait lui redonner son point de vie. 3 semaines de manquant tellement son fils, c'était comme une douleur physique. L'appartement était silencieux à l'exception de la coche de l'horloge murale et du bourdonnement lointain de la circulation. Lennox était allé à sa réunion de groupe VA. Ne serait pas de retour pendant des heures. Rémi était à l'école à enseigner ses cours du soir. Talon était seul avec ses pensées et la bouteille. Il n'avait jamais été un gros buveur. Peut-être une bière après le travail, du vin avec un dîner le week-end. Mais ce soir, l'idée de l'oubli a eu un attrait dangereux. Buvez juste jusqu'à ce que l'enregistrement cesse de jouer dans sa tête. Jusqu'à ce qu'il puisse oublier le regard sur le visage de Ken dans la salle d'audience, jusqu'à ce que la trahison ressemble à l'histoire de quelqu'un d'autre. Son téléphone bourdonne. Message texte à partir d'un numéro inconnu. Papa, c'est moi. Je ne peux pas parler longtemps. Ça va? Le cœur de Talon s'est arrêté. Ken,
Son fils avait trouvé un moyen de le contacter malgré l'ordonnance de restriction qu'il a tapé rapidement. Je vais bien. Êtes-vous? Non. Maman agit bizarre. Différent. Il y a parfois un homme ici. Bryce, je connais Bryce. Tu me détestes? Pour ce que j'ai dit devant le tribunal, la question a frappé comme un coup physique. Il regarda l'écran, essayant de trouver des mots qui pouvaient combler l'écart entre eux. Je ne peux jamais te détester. Tu es mon fils. Je t'aime quoi qu'il arrive. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Elle m'a fait pratiquer ces mensonges encore et encore. Dit que si je ne l'aidais pas, des choses terribles se produiraient. Je sais. J'ai entendu l'enregistrement. Celui avec grand-mère Hélène. Ce fut une longue pause. Ensuite, vous avez enregistré mon téléphone. Talon ferma les yeux. Une autre trahison que son fils devrait traiter. Une autre violation de la confiance dans une famille fondée sur des mensonges. Oui, je suis désolé. J'essayais de comprendre ce qui nous arrivait. Je suis content que tu l'as fait. Maintenant tu sais que je ne voulais pas te blesser. Je sais. Je dois y aller. Elle arrive à l'étage. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi. La connexion s'est terminée. Talon a posé le téléphone et a de nouveau regardé la bouteille de Bourbon. Son fils a été piégé dans cette maison avec une femme qui a transformé la manipulation en une forme d'art avec un homme qui avait des antécédents de violence contre les femmes. Ken essayait de naviguer dans une situation impossible, déchirée entre la loyauté et la vérité. Et Talon était assis dans un appartement loué se sentant désolé pour lui-même. Il a ramassé la bouteille et a dévissé le plafond. L'odeur de Bourbon a rempli la petite cuisine prometteuse médicinale. Une boisson pour prendre le bord. 2 pour atténuer la douleur. 3 à oublier, au moins temporairement, que sa vie était devenue méconnaissable. Son téléphone a sonné. Numéro de Linux. Talon n'a presque pas répondu. Presque, laissez-le aller à la messagerie vocale pour qu'il puisse boire en paix. Mais quelque chose l'a fait ramasser. Ouais, Merrick, tu ressembles à l'enfer. Je vais bien. Non, tu n'es pas. Je peux l'entendre dans ta voix. Que se passe-t-il? Talon regarda la bouteille dans sa main. Rien. Juste fatigué. Parlez-moi. Alors Talon l'a fait. Il a parlé à Lennox de l'échange de textes avec Ken, du poids de la culpabilité et de l'impuissance, de la bouteille de Bourbon l'appelant depuis le comptoir. Vous l'avez toujours avec vous? Demanda Lennox. La bouteille. Ouais, bien. Ne le buvez pas. Pourquoi pas? Quel est l'intérêt de rester sobre quand tout s'effondre de toute façon? Parce que votre fils a besoin de vous. Parce que boire ne résoudra rien. Et parce que je suis là où vous êtes en ce moment, et je sais comment cette histoire se termine si vous parcourez cette route. Talon n'avait jamais entendu Lénin parler de son problème de consommation d'alcool les 6 mois après sa libération médicale lorsqu'il a essayé de noyer sa douleur et ses cauchemars dans n'importe quelle bouteille à portée de main. « Comment vous êtes-vous arrêté » demanda Talon. J'ai réalisé que je devenais l'ennemi. J'avais passé 3 tournées à combattre. Je me suis rendu compte que la douleur n'était que de la douleur. Cela ne signifie rien à moins que vous ne le laissiez. Et j'ai réalisé que les gens que j'aimais méritaient mieux que la coquille que je devenais. Je ne sais pas si je suis assez fort pour cela. Vous êtes l'homme le plus fort que je connais. La vengeance veut voir mon fils, puis rester sobre et se battre pour lui. Déjà tombé de la montagne. Il regarda le texte, confus. Puis son téléphone a sonné. Quelle montagne? Il a demandé quand il a répondu. Le terrain moral. Sa sœur a dit, vous continuez à essayer d'être noble, de tout faire par le livre, mais elle ne joue en aucune règle. Elle vous détruit pendant que vous vous inquiétez d'une procédure appropriée. Que suggérez-vous? Je vous suggère de cesser d'être une victime et de commencer à être un combattant. Vous avez des preuves. Utilisez-le. Vous avez des munitions. Il y a d'autres moyens de riposter. Talon sentit quelque chose de dangereux susciter sa poitrine. Rémi, elle veut jouer sale. Puis, salissons-nous. Mais selon nos termes, pas les siens. Ce soir-là, Talon a été éveillé en pensant aux paroles de sa sœur, à la fois de Linux en lui, à la pluie de Ken, il a fait ses passes. L'audience de la garde. Lisa portait la même robe marine de la première audience, son costume de victime a perfectionné. La sœur de Lisa, l'air pâle et misérable. Lorsque leurs yeux se sont rencontrés, le visage du garçon s'est effondré de culpabilité et de douleur. Alrize a appelé le balef. L'honorable juge William Martinez président. Le juge Martinez était un homme mince dans la soixantaine avec des cheveux argentés et des yeux fatigués. Il s'occupait du tribunal de la famille depuis 20 ans,
et son expression a suggéré qu'il avait vu toutes les variations possibles de la dysfonction humaine. Nous sommes ici pour la question de Merrick contre Merrick, a-t-il dit, s'installant derrière son banc. Détermination de la garde et modification de l'ordonnance d'interdiction. Emrys, votre client souhaite faire une déclaration. L'avocat de Lisa se tenait. Oui, votre honneur. Madame Merrick aimerait s'adresser au tribunal concernant ses problèmes de sécurité en cours. Lisa s'approcha du stand du témoin avec une vulnérabilité parfaite, des épaules légèrement courbées, des yeux abattus, l'image d'une femme se battant pour sa vie. Elle a raconté son histoire avec une précision de pratique, ajoutant de nouveaux détails sur l'escalade de Talon et sa peur constante pour sa sécurité et celle de son fils. Il a appelé la maison, a-t-elle déclaré? Raccroche quand je réponds. J'ai vu son camion passer la nuit. J'ai peur de planifier quelque chose. Plus de mensonges livrés avec une sincérité digne d'Oscar. La mâchoire de Talon se serra, mais il est resté silencieux. Quand c'était au tour de Pierce, il a fait de son mieux avec ce qu'il avait, remettant en question les incohérences dans l'histoire de Lisa, soulignant le manque de preuves physiques, mettant en évidence le dossier propre de Ton et l'emploi stable. Mais c'était comme apporter un couteau à une fusillade. Ensuite, le juge Martinez a appelé Kenan au stand. Le garçon s'avança comme s'il marchait jusqu'à son exécution. Son jeune visage tiré. D'épuisement. Il a perdu du poids, a remarqué Talon. Les cercles sombres sous ses yeux ont suggéré qu'il ne dormait pas. Callen, dit doucement le juge Martinez, je sais que c'est difficile, mais je dois vous poser des questions. D'accord, avez-vous toujours peur de votre père? Les yeux de Ken ont trouvé des Talons à travers la salle d'audience. Dans ce regard, Talon a vu tout le poids de les mensonges, le fardeau de la manipulation, le désir désespéré de dire la vérité. Moi, la voix de Callen s'est brisée. Je ne sais pas. Vous ne savez pas si vous avez peur. Je veux dire, je suis confus. L'avocat de Lisa se tenait. Objection, votre honneur. Le témoin est clairement en détresse. Rejeté. Continuez, fils. Ken regarda ses mains. Ma mère dit que mon père est dangereux, mais il ne m'a jamais fait de mal. Jamais. Il m'a appris à faire du vélo et à aider les devoirs et a fait des crêpes le dimanche. Mais vous avez déclaré plus tôt que vous l'avez vu abuser de votre mère. La salle d'audience retenait son souffle. Le visage de Ken est devenu blanc. Il a regardé Lisa, puis à Talon, puis à ses mains. Je ne veux plus mentir. Les mots sont tombés dans le silence comme des pierres dans de l'eau immobile. Le juge Martinez se pencha en avant. Que voulez-vous dire que vous ne voulez plus mentir? Elle m'a fait dire ces choses. Callen chuchota que papa lui faisait du mal, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a jamais fait. Le visage de Lisa est devenu rigide avec un choc. Son avocat était déjà debout, s'opposant, mais le juge Martinez l'a agité. Qui vous a fait dire des choses qui n'étaient pas vraies? Le juge a demandé. Ma maman. La voix de Callen était à peine audible. Elle a dit, si je ne l'aidais pas, de mauvaises choses se produiraient. Elle a pratiqué avec moi encore et encore quoi dire et comment le dire. La salle d'audience a éclaté. Lisa a tiré sur ses pieds, son masque glissant enfin. Il est confus, cria-t-elle. Il ne sait pas ce qu'il dit. Madame Merrick, s'asseoir. Le juge Martinez a ordonné, mais le barrage s'est cassé. Callen pleurait maintenant, les mots débordant comme de l'eau à travers un tuyau éclaté. Elle a dit que papa allait m'éloigner d'elle, mais ce n'était pas vrai non plus. Elle a dit qu'elle perdrait tout si je n'avais pas aidé, mais elle prévoyait de partir de toute façon. Elle a un petit ami nommé Bryce et ils allaient déménager dans un nouvel appartement. C'est suffisant, cria Lisa, commençant vers le stand du témoin. Le BEF a déménagé pour l'intercepter. Le juge Martinez a frappé son gavel. Commande. Madame Merrick, retournez immédiatement à votre siège. Dans le chaos, Talon s'est levé. Sa voix quand il parlait a coupé le bruit comme une lame. Votre honneur, j'ai des preuves. La salle d'audience est restée silencieuse. Le juge Martinez l'a fixé avec un regard vif. Monsieur Merrick, vous ne témoignez pas actuellement. Votre honneur, avec respect, j'ai des enregistrements audio qui corroborent le témoignage de mon fils. Puis a attrapé le bras de Talon, chuchotant de toute urgence, mais Talon l'a secoué. C'était le moment. Gagner ou perdre, il allait se battre. Le juge Martinez a considéré pendant un long moment. S'approcha du banc. Tous les conseils, ils se sont blottis autour des juges, ont mis seuls. Pierce Hendricks et le procureur. Talon a sorti l'enregistreur numérique.
Cela contient des conversations entre mon fils et sa grand-mère enregistrées sur son téléphone avec un logiciel de surveillance parentale, a-t-il dit tranquillement. Cela prouve tout ce qu'il vient de témoigner. Votre honneur, Hendrix a protesté. C'est très irrégulier. Chaîne de garde émet l'admissibilité. Je vais le permettre, a déclaré le juge Martinez. Compte tenu des circonstances et du témoignage de la mineure, je pense que nous devons entendre cela. Ils sont retournés à leur siège. Le juge Martinez s'est adressé à la salle d'audience. Je vais entendre un enregistrement audio. Tout le monde restera silencieux. Talon a pressé le jeu. La voix de Doc Callan a rempli la salle d'audience. Jeune et effrayé et déchirant. Grand-mère, je ne peux plus faire ça. Maman veut que je dise des choses sur papa. De mauvaises choses. Des choses qui ne sont pas vraies. En tant qu'enregistrement joué, Talon a regardé les visages dans la salle d'audience. Le procureur avait l'air malade. Hendrix gribouillait frénétiquement des notes. Lisa était assise gelée, son visage un masque de rage et de désespoir. Mais c'est l'expression de Cowan qui comptait le plus. Le soulagement a inondé ses traits comme le lever du soleil après une longue nuit. La vérité était enfin gratuite. À la fin de l'enregistrement, la salle d'audience est restée silencieuse pendant près d'une minute. Le juge Martinez s'éclaircit la gorge. « Madame André, votre client souhaite-t-il répondre à ces éléments de preuve ?» L'avocat de Lisa lui chuchota de toute urgence à l'oreille, mais Lisa secoua violemment la tête. Elle se leva, son sang-froid se brise complètement. « C'est ridicule, dit-elle, sa voix tremblant de fureur. Vous ne pouvez pas croire une adolescente confuse sur une mère essayant de protéger son enfant. Madame Merrick, avertit le juge Martinez. Je vous conseille fortement de consulter votre avocat. Non, le mot est sorti comme un cri. Je ne le laisserai pas nous détruire. Talon est dangereux. Il est manipulateur. Elle s'arrêta brusquement, comme si elle réalisait qu'elle prouvait l'opposé de son point. Dans la galerie, Cowan avait recommencé à pleurer, non pas par peur, mais par épuisement et soulagement. Le juge Martinez a étudié la salle d'audience pendant un long moment. Lorsqu'il a parlé, sa voix portait le poids de l'autorité absolue. J'appelle une récréation. Lorsque nous nous réunissons en 1 heure, je vais rendre ma décision. Madame Merrick, je vous suggère fortement d'utiliser ce temps pour considérer votre position. Alors que la salle d'audience se vidait, Talon est resté assis, l'enregistreur numérique toujours entre ses mains. C'était fini. Quoi qu'il arrive ensuite, la vérité a finalement été sortie. L'épi lui tapotait l'épaule. C'était brillant ou faux? Peut-être les deux, a répondu Talon. À travers les fenêtres de la salle d'audience, il pouvait voir Lise sur les marches du palais de justice, se ralliant frénétiquement tout en parlant sur son téléphone. Appelant probablement Bryce, pensa-t-il, réalisant probablement que son plan parfait venait de s'effondrer autour d'elle. Mais l'attention de Talon était concentrée sur Ken, qui était assis seul dans une galerie maintenant vide. Le père et le fils se sont regardés dans l'espace qui les séparait pendant des semaines. Callen a bouché 2 mots. « Je suis désolé. » Talon secoua la tête et se remit en arrière. « Je t'aime. » Pour la première fois depuis des mois, son fils a souri. Le juge Martinez est retourné sur son banc avec le comportement d'un homme qui avait passé la récréation à revoir la jurisprudence et à remettre en question sa foi en l'humanité. La salle d'audience avait rempli, mais l'atmosphère était différente maintenant, chargée de l'électricité qui vient après une pause. Lisa était assise à la table du demandeur, son sang-froid antérieur remplacé par une panique à peine contrôlée. Son avocat a chuchoté de toute urgence à l'oreille, mais l'attention de Lisa a été fixée aux portes de la salle d'audience, attendant quelqu'un qui ne venait pas. Talon a également remarqué l'absence. Bryce Martinez, aucun rapport avec le juge, malgré le partage d'un nom de famille, n'avait été visible par sa présence lors des audiences antérieures, assise dans le rang arrière comme un soutien moral. Maintenant, son siège était vide. Tous montent, le balef a appelé. Le juge Martinez s'est installé derrière son banc et a fixé la salle d'audience avec un regard sévère. J'ai examiné les preuves présentées aujourd'hui, y compris l'enregistrement audio soumis par M. Merrick. J'ai également pris le temps de rechercher la jurisprudence pertinente concernant les témoignages contraints et l'aliénation parentale. Il s'arrêta, laissant le poids de ses paroles s'installer. Cette affaire représente l'un des exemples les plus flagrants de manipulation et d'abus du système judiciaire que j'ai rencontré en 20 ans sur ce banc. Madame Merrick, vos actions ont non seulement endommagé votre relation avec votre mari, ils ont traumatisé votre propre enfant. Le visage de Lisa est devenu blanc.
Votre honneur, j'essayais seulement de protéger. Madame Merrick, vous ne parlez pas à moins que je vous aborde directement. La voix du juge aurait pu couper du verre. Le témoignage de votre fils corroboré par l'enregistrement montre clairement que vous l'avez entraîné pour commettre un parjure. Vous avez utilisé son amour pour vous comme une arme contre son père et contre la vérité. Talon sentit quelque chose desserré dans sa poitrine. Pas encore une réparation, mais la première faible possibilité de cela. Par conséquent, le juge Martinez a poursuivi, je délivre les ordonnances suivantes. Premièrement, l'ordonnance d'interdiction contre M. Ton Merrick est par la présente dissoute avec effet immédiat. Son vocation a été fabriquée. Mère, Madame Merrick de ma salle d'audience. Mais Lisa bougeait déjà, passant devant son avocat, son visage tordu de rage et de désespoir. Ce n'est pas fini? Talon. Vous pensez que vous avez gagné, mais ce n'est pas fini. Le bœuf a attrapé son bras, mais elle l'a secoué et a pris d'assaut la sortie. Alors qu'elle atteignit les portes, elle s'est retournée pour un dernier coup. Vous regretterez cela, vous tous. Puis elle était partie, ne laissant que l'écho de ses menaces et le silence stupéfait de la salle d'audience. Le juge Martinez a ajusté ses lunettes et a regardé Ken, qui était assis dans la galerie avec des larmes coulant sur son visage, des larmes de soulagement cette fois, pas de peur. Fils, dit doucement le juge, je veux que vous sachiez que rien de tout cela n'est de votre faute. Vous avez été placé dans une situation impossible par quelqu'un qui aurait dû vous protéger. Vous avez fait preuve d'un énorme courage aujourd'hui en disant la vérité. Callan a hoché la tête, je vous ai en mesure de parler. Monsieur Merrick, le juge Martinez a adressé directement Talon. Je m'excuse pour ce que vous avez endurci. Le système vous a échoué et je suis désolé. Vos droits de garde sont entièrement réintégrés en attente de l'audience officielle de la semaine prochaine, qui, je pense, sera une formalité. Talon tenait ses jambes instables. Merci, votre honneur. Ne me remerciez pas. Merci, fils. C'est lui qui a eu le courage de bien faire les choses. Alors que la salle d'audience se vidait, Talon s'est retrouvé face à face avec Ken pour la première fois depuis des semaines sans retenir des ordres ni des visites supervisées entre eux. Le père et le fils se regardaient sur 3 pieds d'espace qui auraient tout aussi bien pu être un océan. « Papa », la voix de Ken était petite, incertaine. « C'est bon », a déclaré Talon. « Tout va bien maintenant. » Callen s'est effondré dans les bras de son père, sanglotant contre sa poitrine. « Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Elle a dit que des choses terribles se produiraient si je ne l'aidais pas. Elle a dit, vous m'emmènez, mais tout ce que vous avez jamais fait était de m'aimer. » Talon a tenu son fils serré, sentant des morceaux de son monde cassé, cliquer en place. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Vous protégez votre mère comme elle vous a appris. C'est ce que font les bons fils. Mais j'ai menti sur toi. J'ai fait croire aux gens que vous étiez un monstre. Vous avez dit la vérité quand cela comptait le plus. C'est tout ce qui compte. Ils se tenaient là dans la salle d'audience vide, se tenant mutuellement tandis que le poids des semaines de séparation et de la peur se leva lentement. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Talon a pu respirer. Mais à l'extérieur, Lisa était assise dans sa voiture avec son téléphone pressé vers son oreille, laissant les messages vocaux de plus en plus frénétiques pour un homme qui avait déjà changé son numéro et est passé à sa prochaine marque. « Bryce, veuillez me rappeler, » dit-elle, sa voix se brise. Tout s'effondre. J'ai besoin de toi. Nous avions des plans. Mais Bryce Martinez, entraîneur de gym et prédateur professionnel, était déjà à mi-chemin à travers l'État avec une nouvelle identité et une nouvelle cible. Des hommes comme lui ne sont pas restés quand la chaleur s'est présentée. Lisa était seule maintenant, face aux conséquences de ses choix sans l'homme qui avait aidé à les orchestrer. Et pour la première fois depuis des mois, elle avait peur. 3 jours après l'audience de garde, Talon installait un nouveau peine d'avantage sur sa porte d'entrée lorsque l'appel est arrivé. Il était retourné dans la maison immédiatement après que le juge Martinez a levé l'ordonnance d'interdiction. Mais l'endroit était différent maintenant, contaminé par des mois de mensonges et de manipulations. L'identifiant de l'appelant a montré un numéro qu'il n'a pas reconnu, mais la voix était familière. « Merrick, c'est le détective Collins, Atlanta PD. Nous devons parler. » Talon posa son tournevis. « À propos de quoi? Ta femme? Elle manque. » Les mots le frappent comme de l'eau froide. Que voulez-vous dire manquer? Elle ne s'est pas présentée au travail hier ou aujourd'hui. Sa sœur a déposé un rapport de personnes disparues ce matin. À quand remonte la dernière fois que vous l'avez vue? Au palais de justice mardi après-midi. L'esprit de Talon a couru. Détective, il y a une ordonnance d'interdiction. Était une ordonnance d'interdiction.
Je n'ai pas eu de contact avec elle depuis l'audience. Nous connaissons l'affaire judiciaire. C'est pourquoi nous appelons. Cela vous dérange si nous venons? Juste des questions de routine. 1 heure plus tard, le détective Collins s'est assis dans le salon de Talon avec son partenaire, un jeune homme nommé Rodriguez. Collins était dans la quarantaine, aiguisé et direct. Elle a pris des notes tandis que Rodriguez a étudié la pièce comme s'il le mémorisait. Parcourez-nous mardi, a déclaré Collins. Après l'audience, Talon a raconté la journée à rentrer à la maison avec Ken, commandé de la pizza, parlé tard dans la nuit de tout ce dont ils avaient besoin pour reconstruire. Il leur a montré des reçus, des eurodatages, tout ce qui a documenté son sort. « Votre fils peut vérifier cela ?» demanda Rodriguez. « Il est à l'école, mais oui, nous ne sommes pas séparés depuis que le juge a restauré la garde. » Collins hocha la tête. « Et son petit ami, Bryce Martinez? Et lui? Vous savez où nous pourrions le trouver ?» Talon sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Manque-t-il aussi? Disons simplement qu'il a été difficile à localiser. L'adresse sur son abonnement au gymnase est fausse. Son appartement a été éliminé mardi soir. Mardi soir, le même jour que l'audience. Vous pensez qu'ils sont partis ensemble? Demanda Talon. Nous pensons que votre femme a tenté de le contacter après le tribunal et n'a pas pu le joindre. Dit Collins. Ses dossiers téléphoniques montrent 17 appels à son numéro entre mardi et mercredi. Tout est allé à la messagerie vocale. L'image devenait claire. Bryce avait coupé et couru le moment où les choses se compliquaient, laissant Lisa faire face à la musique seule. Mais au lieu d'accepter la défaite, elle a essayé de le suivre. Il y a autre chose, a déclaré Rodriguez. Son compte bancaire a été vidé mercredi matin. 43 000 $ retirés de 3 distributeurs automatiques de billets différents. Le sang de Talon a fait froid. C'est impossible. Elle n'a pas ce genre d'argent. En fait, elle l'a fait. Nous avons tracé les fonds. Certains provenaient de l'argent du compte universitaire de votre fils qu'elle a transféré au cours des 6 derniers mois. Le reste, Collins a consulté ses notes. Le reste est venu des cartes de crédit ouvertes au nom de votre fils. Elle a utilisé le numéro de sécurité sociale de Ken, le vol d'identité, la fraude au crédit, ainsi que les accusations de parjure du tribunal. Elle regarde un temps fédéral sérieux si nous la trouvons. Talon coulait dans sa chaise. La portée de la tromperie de Lisa devient finalement claire. Ce n'était pas seulement l'affaire, n'était pas seulement les mensonges devant le tribunal. Elle avait systématiquement pillé les finances de leur famille, détruisant l'avenir de leur fils pour financer son plan d'évasion. « Monsieur Merrick, a dit doucement Collins. Y a-t-il un endroit où elle pourrait aller? Famille, amis, quelque part, elle se sentait en sécurité. Il y a pensé. Les parents de Lisa vivaient à Phoenix, mais ils n'avaient jamais approuvé son comportement. Sa sœur vivait localement mais s'était déjà éloignée du gâchis. Où est-ce que quelqu'un est allé quand il avait brûlé tous les ponts? Je ne sais pas, a-t-il admis. Elle n'a pas beaucoup d'amis proches. Toute sa vie tournait autour du travail et de la maison. Qu'en est-il des cartes de crédit, des fonds d'urgence? J'ai gelé nos comptes conjoints après la séparation. Elle avait une carte personnelle, mais la limite n'était pas élevée. Plus maintenant. Rodriguez a dit qu'elle avait maximisé 3 cartes au nom de votre fils. Ligne de crédit totale d'environ 60 000 $. 60 000 $ volés à l'avenir de leur fils. Talon sentit la rage en train de construire sa poitrine, mais il l'a poussée vers le bas. La colère n'aiderait pas à trouver Lisa ou à récupérer l'argent. Nous aurons besoin d'une liste de toute personne qu'elle pourrait contacter, a déclaré Collins. Collègues, parents, quiconque de son passé. Talon a fourni ce qu'il pouvait, mais la vérité était dérangeante. Mélissa s'était isolée au fil des ans, réduisant les liens avec de vieux amis, évitant les situations sociales. La seule personne dont elle était proche était la famille qu'elle venait de trahir et le petit ami qui l'a abandonnée. Après le départ des détectives, Talon était assis dans son salon en regardant les murs. Quelque part là-bas, sa femme, bientôt ex-femme, fuyait les conséquences de ses choix. Elle avait assez d'argent volé pour disparaître pendant des mois, peut-être plus longtemps si elle faisait attention. Mais les dégâts ont déjà été causés. Leur mariage était terminé. Leur fils a été traumatisé et le carnage financier prendrait des années à réparer. Son téléphone a sonné. L'identité de l'appelant a montré l'école de Calen. « Monsieur Merrick, c'est le principal. Pourriez-vous entrer? Il y a eu un incident avec Ken. Le sang de Talon s'est transformé en glace. » Quel genre d'incident? Quelqu'un a essayé de venir le chercher pendant le déjeuner. Une femme prétendant être sa tante. Lorsque le bureau a demandé une pièce d'identité,
Elle est devenue agitée et est partie rapidement. Lisa, elle n'avait pas couru. Après tout, elle essayait de prendre Callen avec elle. Je serai là, a déclaré Talon, saisissant déjà ses clés. Il a appelé le détective Colin de la voiture, a expliqué ce qui s'était passé. Au moment où il a atteint l'école, les voitures de police étaient déjà dans le parking. À l'intérieur, il a trouvé Ken dans le bureau du directeur, pâle mais indemne. Le garçon s'est jeté dans les bras de Talon au moment où il est entré. Elle a essayé de me faire aller avec elle, a déclaré Callen, sa voix étouffée contre la poitrine de Talon. Dit que nous devions partir en ce moment, que vous aviez des ennuis et que nous avions besoin de nous pour le rencontrer quelque part. Vous avez fait la bonne chose, a déclaré Talon. Tu es resté en sécurité. Collins est apparu dans la porte. Nous avons des unités de patrouille pour faire du terrain, mais elle a probablement disparu depuis longtemps. Monsieur Merrick, nous devons discuter des mesures de protection. Les prochaines heures étaient un flou de protocoles de sécurité et de dispositions de sécurité. Lui, les bercettes et les genoux grattés étaient devenus quelqu'un dont ils avaient besoin. Parfois, les gens font des choix qui changent qui ils sont, a-t-il dit attentivement. Ta mère s'est impliquée avec quelqu'un qui n'était pas bon pour elle. Elle a commencé à croire que mentir était bien si ça lui faisait ce qu'elle voulait. Mais c'est toujours ma mère. Oui, et une partie d'elle vous aime toujours. Mais l'amour ne suffit pas toujours pour que les gens fassent la bonne chose. Callen a choisi son homme bas. Traitement de ceci. Sommes-nous en sécurité? Nous allons bien. La police la recherche, et elle sait que vous prendre en compte ne ferait qu'aggraver les choses pour elle-même. Mais même s'il l'a dit, Talon n'était pas sûr qu'il le croyait. Les gens désespérés ont fait des choses désespérées. Et Lisa avait déjà prouvé qu'elle était prête à tout sacrifier, y compris le bien-être de leur fils, pour obtenir ce qu'elle voulait. Cette nuit-là, il est éveillé en écoutant chaque son de la maison, son téléphone à portée de main au cas où le détective Collins s'appelait avec des nouvelles. Quelque part dans l'obscurité, Lisa planifiait son prochain déménagement et Talon serait prêt pour elle. Mais la percée est venue d'une source inattendue. Le lendemain soir, Rémi a appelé avec des nouvelles qui changeraient tout. Je l'ai trouvé, a déclaré sa sœur sans préambule. Quoi? Comment? J'ai regardé ses comptes de médias sociaux. Ses anciens amis, toute personne pour laquelle elle pourrait contacter. Elle a essayé de contacter Janet Morrison. Tu te souviens d'elle? De l'université. Concerne le Tennessee. Maintenant, Talon se souvenait, Janet avait été la deuxième année de colocataire de Lisa avant de se séparer. Janet m'a appelé il y a 1 heure. Rémi a continué, a déclaré Lisa s'est présentée à sa porte hier, l'air désespéré. Tournez une histoire sur le fait que vous étiez abusif, ayant besoin d'un endroit pour se cacher. Mais Janet n'est pas stupide. Elle a vu la couverture médiatique de l'affaire judiciaire, savait que quelque chose ne s'additionnait pas. Où est-elle maintenant? Janet lui a dit qu'elle ne pouvait pas s'empêcher. A suggéré qu'elle se retourne. Lisa s'est mise en colère, a commencé à menacer. Janet a appelé la police locale, mais au moment où ils sont arrivés, Lisa était partie. Donc, nous ne savons toujours pas. En fait, nous le faisons. La caméra de sécurité de Janet a attrapé la plaque d'immatriculation de Lisa. J'ai déjà appelé le détective Collins. Ils suivent son utilisation de la carte de crédit. Devrait avoir son emplacement en quelques heures. Un soulagement a inondé le Talon comme de l'eau à travers un barrage cassé. C'était presque fini. Enfin, vraiment presque terminé. L'appel est arrivé à 2 heures du matin, a déclaré Colin sans préambule. La patrouille routière l'a tiré sur environ 50 milles au nord d'ici. Conduire de façon irrégulière, probablement épuisée. Est-elle? Elle va bien. Pleurer pendant environ 1 heure quand ils l'ont arrêtée. A continué à dire que cela n'était pas censé se produire comme ça. Nous l'avons en détention, en attendant la mise en accusation. Talon s'est assis dans son lit, un soulagement l'inondant à travers lui. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, elle fait face à la musique. Accusations fédérales pour le vol d'identité, les accusations d'État pour le parjure et le mépris. Son défenseur public va recommander un accord de plaidoyer. Mais avec tout ce qu'elle a fait, Colin s'est arrêté. Elle regarde en temps réel, Monsieur Merrick. 2 à 5 ans minimum. 5 ans. Callen aurait 20 ans lorsque sa mère est sortie de prison. Son adolescence serait façonnée par son absence, par la connaissance de ce qu'elle a essayé de faire à son père. Il y a autre chose, a déclaré Collins. Nous avons trouvé des preuves dans sa voiture. Des documents montrant qu'elle planifiait cela depuis près d'1 an. Recherche sur les lois sur le divorce, les batailles de garde, comment cacher les actifs.
Ce n'était pas une décision d'allumage. Maintenant, aujourd'hui, dit Lennox, hochant la tête vers le garage où une vieille Honda était assise en attente. Et peut-être préparer un petit déjeuner d'abord. Réel petit déjeuner, pas à emporter. Le visage de Cowan s'est éclairé avec le premier véritable sourire que Talon avait vu de lui des mois. Pouvons-nous faire des crêpes comme nous le faisons le dimanche? Quoi que vous vouliez, fils. Talon a déclaré. Nous avons tout le temps dans le monde maintenant. Alors qu'ils ont travaillé ensemble dans la cuisine, Linux, réalisant des opérations de sa chaise, Ken mélangeait le talon qui a fait du talon en train de faire la grille. Quelque chose de fondamental. Hanter ces chambres ont commencé à soulever, remplacées par la simple satisfaction des activités familiales normales. Travailler à nouveau. Vous comprenez les termes de votre mise à l'épreuve, 3 ans de liberté surveillée pendant lesquels vous n'aurez aucun contact avec les victimes, sauf par les voies autorisées par le tribunal, un suivi psychologique obligatoire et la restitution intégrale des fonds volés. Je comprends que la juge Martinez l'a longuement observé. Madame Merrick, au cours de mes années à ce tribunal, j'ai vu bien des gens faire de mauvais choix. Mais ce que vous avez fait, manipuler votre propre enfant, lui voler son avenir, tenter de détruire sa relation avec son père, représente un niveau d'égoïsme que j'ai eu du mal à comprendre. Les épaules de Liz tremblèrent, mais elle garda le silence. Cependant, la juge poursuivit. Je vois aussi quelqu'un qui semble comprendre l'ampleur de ses erreurs. Monsieur Peterson, votre cliente a-t-elle exprimé le désir de s'adresser au tribunal? Murmura Peterson à Lisa, qui hocha lentement la tête et se leva. Votre honneur, dit-elle d'une voix plus forte, mais toujours tremblante. Je sais que rien de ce que je peux dire ne pourra effacer ce que j'ai fait. J'ai détruit ma famille. J'ai blessé mon fils d'une manière qui pourrait ne jamais guérir. J'ai menti à ce tribunal et j'ai bafoué le système judiciaire. Elle marqua une pause, reprenant ses forces. Je n'attends le pardon de personne. Je veux juste que Ken sache que rien de tout cela n'était de sa faute. Il était la meilleure partie de ma vie et je l'ai ruiné parce que j'étais égoïste et faible, incapable d'affronter la vérité sur ce que je devenais. Des larmes coulaient sur son visage. Mais elle continua. Talon, tu étais un bon mari et un bon père, et je t'ai rendu l'appareil en essayant de te détruire. Je suis désolé. Cela ne couvre même pas ce que je vous dois à tous les deux. Elle s'assit, épuisée. Le silence régnait dans la salle d'audience, à l'exception de ses sanglots discrets. Le juge Martinez réfléchit un instant, puis prit la parole. J'accepte l'accord de plaidoyer. Madame Merrick, vous êtes par la présente condamnée à 3 ans de probation surveillée, au cours desquels vous effectuerez 200 heures de travaux d'intérêt général et bénéficierez d'un suivi psychologique obligatoire. Vous devrez également indemniser intégralement vos victimes, soit 63 000 $. Il se pencha en avant, sa voix d'une voix indéniablement grave. Madame Merrick, voici votre chance de devenir la mère que votre fils mérite. Je vous conseille vivement de prendre cela au sérieux. Je le ferai, votre honneur. Alors que l'audience se terminait et que Lisa était emmenée par l'agent de probation chargé de superviser sa libération, Talon ressentit une émotion inattendue. Ni de la satisfaction ni de la vengeance, mais plutôt de la pitié. Elle avait détruit sa propre vie aussi profondément qu'elle avait tenté de détruire la leur. Devant le tribunal, Ken resta silencieux tandis qu'ils se dirigeaient vers leur camion. « Comment vous sentez-vous » demanda Talon. « Triste » dit finalement son fils, mais aussi libre. « Genre, je peux enfin arrêter de m'inquiéter de ce qu'elle pourrait faire ensuite. C'est normal qu'elle me manque. Tu sais, elle reste ta mère, quoi qu'elle ait fait. Je sais, mais je suis en colère aussi. Elle m'a volé l'argent de mes études. Elle a essayé de te faire détester. Elle m'a fait mentir au tribunal. » Il marqua une pause. Est-ce mal d'être en colère contre sa propre mère? Non, dit Talon fermement. Ce n'est pas mal. Elle t'a blessé. Elle a trahi ta confiance. Être en colère pour ça est tout à fait normal. Ils rentrèrent chez eux par des rues qui leur semblaient à nouveau familières. Ils passèrent devant des maisons où des familles normales vivaient une vie normale. L'argent pour les études avait disparu, mais ils allaient reconstruire. Callum était intelligent, travailleur. Il y aurait des bourses, des prêts étudiants, des moyens de réaliser ses rêves. Ce soir-là, alors qu'ils travaillaient ensemble sur leurs devoirs à la table de la cuisine, un rituel rétabli le mois précédent, Ken leva les yeux de son manuel d'algèbre. « Papa, que se passe-t-il quand la période probatoire de maman sera terminée? Et si elle veut me voir ?» Talon réfléchit longuement à sa réponse. « Quand ce moment viendra, et que ce sera encore dans 3 ans, tu auras 18 ans,
tu seras majeur. Tu pourras décider toi-même du type de relation que tu souhaites avec elle. Et d'ici là, jusque-là, on se concentre sur nous. Construire la vie qu'on veut, s'assurer d'avoir toutes les chances de réussir. Callan hocha la tête, une certaine tension se dissipant dans ses épaules. Je te crois. 3 mois plus tard, ils assistèrent à la collecte de fonds du programme jeunesse de Linux au centre communautaire. Talon y était bénévole depuis la fin du procès, aidant des enfants de familles brisées à réaliser des projets de mathématiques et de sciences. Ça faisait du bien de donner en retour, de mettre sa propre expérience au service des autres. La collecte de fonds se résumait à une modeste réunion. Table pliante avec dessert maison, un petit groupe reprenant des classiques du rock, familles et bénévoles se mêlant dans le gymnase. Mais elle permit de récolter 12 000 $ pour le programme. L'argent servirait à acheter du matériel, des sorties scolaires et des bourses d'études pour les enfants qui en avaient le plus besoin. Alors que la soirée touchait à sa fin, Talon s'approcha de Linux pour l'inscrire. « Tiens, dit-il en tendant une enveloppe. Linux l'ouvrit et trouva un chèque de 10 000 $. Mais Rick, qu'est-ce que c'est? Le fonds d'études de Cole. Ce que nous avons récupéré sur les comptes que Lisa a vidés. Talon jeta un coup d'œil à son fils, qui aidait à empiler des chaises de l'autre côté de la pièce. Nous en avons discuté, et avons décidé que nous préférerions investir dans l'avenir des autres enfants pendant que nous reconstruisions le nôtre. Lennox fixa le chèque. C'est trop, mec. Tu as besoin de cet argent. Il faut en faire quelque chose de bien, plus que de le thésauriser. D'ailleurs, Talon sourit. Cowan a 4 ans pour obtenir des bourses. Des enfants assez intelligents pour intégrer l'école de son choix s'ils travaillent dur. Tu es sûr de ça? J'en suis sûr. Lennox plia soigneusement le chèque et le glissa dans son portefeuille. Ça va tout changer pour certains de ses enfants. Tu le sais, n'est-ce pas? C'est le but. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Rémi apparut avec son côté théâtral habituel, tenant en main 3 assiettes de restes de gâteau. « Mon frère, mon cher, dit-elle, distribuez le dessert. Tu te rends compte que tu souris vraiment ces jours-ci? C'est dérangeant. Très drôle. Je suis sérieux. Tu as l'air de quelqu'un qui a enfin trouvé le bonheur. » Elle observa son visage. « Ça te va bien. » Talon regarda autour de lui dans le centre communautaire, les familles qui faisaient le ménage ensemble à Linux, organisant les événements du mois prochain, et Ken qui riait avec un groupe de jeunes enfants. 6 mois plus tôt, son monde s'était effondré. Maintenant, il lui semblait solide à nouveau, construit sur la vérité plutôt que sur le mensonge. « Ouais, dit-il. Je suppose que oui. » Alors qu'il se dirigeait vers le parking, Cowan s'écroula à côté de son père. « Papa, merci pourquoi? De ne pas avoir abandonné. De s'être battu pour nous-mêmes quand cela semblait impossible. » Talon passa un bras autour des épaules de son fils. « Merci d'être revenu. Où aurais-je pu aller autrement? Tu es mon père. » Ils rentrèrent chez eux par les rues tranquilles de leur quartier de banlieue, passant devant les maisons aux lumières chaleureuses et aux problèmes ordinaires. Talon pensa à Lisa, passant probablement une autre soirée seule dans son appartement imposé par le tribunal, assistant à ses séances de thérapie imposées par le tribunal, travaillant à ses travaux d'intérêt général imposés par le tribunal. Mais il pensait surtout à l'avenir, à la dernière année de Ken, à l'approche des candidatures à l'université, des entretiens de bourse et de toutes les expériences père-fils qu'ils avaient presque perdues, notamment pour reconstruire la confiance et apprendre à croire en autrui. Ce ne serait pas facile. Ils portaient tous deux des cicatrices de l'année précédente, blessures qui mettraient du temps à guérir complètement. Mais ils étaient ensemble, libres, et c'était suffisant pour reconstruire. La maison de Maple Street avait la même apparence que d'habitude. Une clôture blanche, une pelouse impeccable, un panier de basket dans l'allée. Une maison normale et sûre. Mais cette fois, la normalité semblait la bonne. 1 an plus tard, la moto dans le garage était une Honda CB 550 vert olive de 1975 avec des touches de chrome et plus de caractère que de rouille. Talon l'avait acheté dans une casse pour 300 $, un projet sur lequel Ken et lui pourraient travailler ensemble pendant les longs mois d'été. La visite surveillée aurait lieu dans une salle de conférence, sous l'œil attentif de son agent de probation. Lisa paraissait plus mince que dans ses souvenirs, ses cheveux plus courts et grisonnants prématurément. L'année de conséquence l'avait vieillie, creusant des rides autour de ses yeux qui la faisaient paraître plus jeune. Elle avait plus de 40 ans. Elle s'assit en face d'eux à une petite table, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. « Merci d'être venu, » dit-elle d'une voix plus douce que dans les souvenirs de Talon. Tous les deux. Ken remua sur sa chaise. « Tu as dit que tu voulais parler. » « Je l'ai fait. Je le fais. »
Lisa regarda son fils avec quelque chose qui ressemblait à de l'amour ou à une sincérité éprouvée. Ken, je sais que je t'ai blessé. Je sais que je t'ai fait faire des choses qui allaient à l'encontre de tout ce que je t'ai appris sur l'honnêteté et l'intégrité. Tu m'as fait mentir au tribunal, dit Cohen d'un ton neutre. Tu m'as fait dire que papa t'avait blessé alors qu'il ne l'avait jamais fait. Je sais que tu as volé mon argent pour mes études. Je sais que tu as essayé de détruire notre famille pour un homme qui ne se souciait même pas de toi. Le sang-froid de Lisa se brisa légèrement. Je sais tout ça et je suis désolé, plus désolé que tu ne peux l'imaginer. Vraiment? La voix de Ken était si sèche qu'elle rappela Rémi à Talon. Es-tu simplement désolé de t'être fait prendre? La question flottait dans l'air comme de la fumée. Les yeux de Lisa se remplirent de larmes, mais elle ne détourna pas le regard. J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir, dit-elle, à la différence entre regretter ce que j'ai fait et regretter les conséquences. Et la vérité, c'est que je ne sais plus. J'ai menti si longtemps, même à moi-même, que je ne suis plus sûr de me souvenir de ce qu'est la vérité. C'était la pensée de Talon, la chose la plus honnête qu'elle ait dite depuis des années. La conseillère dit, « Je souffre de troubles de la personnalité narcissique. » Lisa poursuit, « J'ai passé toute ma vie à faire passer mes besoins avant ceux des autres, même ceux que j'aime. » Elle ajoute, « C'est pour ça que je pourrais justifier de vous faire du mal à tous les deux si cela me permettait d'obtenir ce que je voulais. » Tu y crois? Demanda Callen. Je pense que ça explique beaucoup de choses, mais les explications ne sont pas des excuses. Elle regarda Talon pour la première fois depuis qu'elle était assise. J'ai détruit notre mariage. J'ai traumatisé notre fils. Je l'ai volé, j'ai menti sur toi et j'ai fait croire à tout le monde que tu étais dangereux alors que tu étais l'homme le plus gentil que j'ai jamais connu. Talon ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Je n'attends pas de pardon, dit Lisa, d'aucun de vous. Je voulais juste que tu saches que je comprends ce que j'ai fait et que j'essaie de devenir quelqu'un de différent. Comment? Demanda Ken. Je prépare mon diplôme d'études secondaires et je prévois de suivre des cours à l'université après ma période d'essai. Je veux aider d'autres femmes qui ont commis les mêmes erreurs que moi. Les aider à mieux gérer leurs problèmes. C'est bien, dit Ken prudemment. J'espère que tu le feras. Ils discutèrent encore 20 minutes de l'école de Ken, du travail de Talon, de la moto qu'ils restauraient ensemble. Des sujets sur qui ne nécessitaient ni confiance ni vulnérabilité. Une fois les visites terminées, ils se levèrent pour partir. Callen Lisa demanda, « Veux-tu me rendre visite à nouveau ?» Le fils de Talon réfléchit à la question avec la gravité de quelqu'un de bien plus âgé que 16 ans. « Peut-être, dit-il, mais pas parce que tu le demandes. Parce que je le veux. » C'est juste. Alors qu'il marchait vers le parking, Ken resta silencieux. Talon le laissa digérer la visite à son rythme, à sa manière. Elle semblait différente, dit finalement Ken. Peut-être l'est-elle, peut-être pas. Ce qui compte, c'est ce qu'on pense. Je pense qu'elle essaie d'être différente, mais je pense aussi qu'elle a encore un long chemin à parcourir. Et toi, qu'en penses-tu? Cohen s'arrêta et regarda le centre communautaire. Triste surtout. Triste qu'il lui ait fallu tout perdre pour comprendre qu'elle avait besoin de changement. Triste que je ne puisse plus jamais lui faire confiance comme avant, mais il marqua une pause, cherchant ses mots. Reconnaissant aussi que nous nous soyons éloignés d'elle avant qu'elle ne nous détruise aussi. Ils rentrèrent chez eux à travers la campagne géorgienne, passant devant des fermes et des petites villes, et tous ces endroits ordinaires où des gens ordinaires vivaient des vies ordinaires. Des vies fondées sur la vérité et la confiance, et la simple compréhension que l'amour signifiait protéger les êtres chers, et non les utiliser. La maison de Maple Street était exactement comme il l'avait laissée, un foyer normal et sûr. La moto attendait dans le garage, à moitié assemblée et pleine de potentiel. Demain, il la travaillerait encore, apprenant les moteurs et la mécanique, et la satisfaction de construire quelque chose de ses propres mains. Ce soir-là, alors que Talon éteignait les lumières, Ken apparut dans l'embrasure de la cuisine. « Papa, merci d'être venu avec moi aujourd'hui. Tu n'as pas à me remercier. Oui, je le fais pour ça et pour tout le reste. De ne pas avoir abandonné quand tout semblait impossible. De s'être battu pour nous quand tout le monde croyait à ses mensonges. D'être le genre de père qui mérite d'être aimé. » Talon sentit sa gorge se serrer d'émotion. « Tu mérites aussi qu'on se batte pour toi, fiston. Ne l'oublie jamais. Je ne l'oublierai jamais. » Tandis que Ken montait se coucher, Talon resta debout dans la cuisine silencieuse et repensa aux 2 années écoulées, aux mensonges et aux trahisons, aux tribunaux et au commissariat, au lent processus de reconstruction de la confiance, et à apprendre à croire en l'avenir. Que ça n'avait pas été facile.
Certains jours, ça avait semblé impossible. Mais ils avaient réussi. Père et fils, blessés, mais pas brisés. Et maintenant, ils avaient une relation précieuse et rare, bâtie sur une vérité éprouvée par le feu et renforcée par le fait d'avoir survécu à ce « moi » dans le tiroir près du téléphone. Le dernier relevé bancaire indiquait un fonds étudiant en pleine croissance, non pas le montant initial, mais une croissance régulière grâce aux contributions de Talon et au travail à temps partiel de Ken à l'atelier de réparation électronique. Le garçon apprenait les circuits et les composants, développant la même passion pour le dépannage que son père avait découverte des années auparavant. Dehors, le quartier de banlieue s'endormit. Des familles normales, dans des maisons normales, menant une vie normale. Mais la normalité, avait appris Talon, n'était pas quelque chose d'acquis. C'était une chose pour laquelle il fallait se battre, quelque chose à protéger, quelque chose pour laquelle il fallait être reconnaissant chaque jour. Il éteignit les lumières et monta à l'étage où son fils dormait paisiblement et où le lendemain l'attendait avec toutes ses possibilités ordinaires. Pour la première fois depuis des années, c'était suffisant. S'éteindre,